Il faut faire vite pour traverser, courir sur 10 mètres là où le passage est à découvert. Des francs-tireurs sont de l'autre côté. Nous sommes tout près de la ligne de front qui sépare la vieille ville d'Alep. Pour se protéger des tirs des snipers, les soldats ont tendu par endroits des toiles. Au détour d'une ruelle, on aperçoit le drapeau noir du front Al-Nosra qui a été planté au sommet d'un immeuble. Face à nous, la citadelle d'Alep qui domine la ville. La citadelle a toujours été contrôlée par le régime. Cette zone autour de nous a été occupée par les rebelles par petites périodes. Maintenant, c'est vide. C'est presque sûr. Bassel Chouema revient pour la première fois dans la vieille ville d'Alep. Il était architecte avant la guerre. Bassel découvre les dégâts inestimables dans le souk et ce qu'il reste de l'hôtel Carlton qui a été dynamité l'an dernier. Ici, c'était l'ancien hôpital national avant qu'il ne soit transformé en hôtel. Les rebelles l'ont fait exploser. Bassel se met à genoux pour prier. À quelques encablures de la vieille ville, un homme a choisi de rester malgré les obus qui tombent quotidiennement. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir? C'est le propriétaire de l'hôtel Baron, fondé en 1911. Un café, une institution à Alep. L'hôtel le plus ancien à Alep. Laurence d'Arabie y avait ses habitudes. La chambre de Laurence d'Arabie. Armen Mazloumian a dû se résoudre la mort dans l'âme à fermer l'hôtel. Des roquettes sont tombées sur le toit et les chambres n'ont plus de fenêtres. Je suis pessimiste. Ça va durer longtemps, très longtemps. Ça va durer au moins plus que 5 ans. Avec des idiots comme les idiots que nous avons ici, c'est Daesh. Comment vous pouvez avoir un pays touristique avec ces salauds? Ça, c'est un exemple des roquettes de différentes tailles qui sont tombées sur le gouvernorat. Tous les jours, ils nous envoient des obus de mortier, tous les jours. Le gouverneur d'Alep, Mohamed Marwan El Elabi, affiche une certaine assurance. Sa ville, séparée en deux depuis près de 3 ans, sera bientôt totalement reprise par l'armée. Quant à un cessez-le-feu défendu par l'émissaire des Nations Unies, il y est plutôt favorable, à condition que le camp adverse s'engage à le respecter. Nous, en tant qu'État, on est prêt à tout faire pour que le sang des Syriens arrête de couler. On peut accepter un accord et s'y tenir, mais les autres, ils sont des milliers, ils n'ont pas des leaders, ils sont incapables de prendre une décision. On ne peut pas croire ce qu'ils disent. En attendant un hypothétique cessez-le-feu, les habitants d'Alep subissent des pénuries de mazout et de carburant, des denrées rares en temps de guerre. Les rebelles contrôlent également la centrale électrique qui alimente la ville, ce qui occasionne des coupures de courant, comme en témoigne cette femme. Elle vit dans le quartier arménien de Midan, qui soutient le régime de Bachar el-Assad. Ça peut arriver qu'on n'ait pas de courant pendant 5 ou 6 jours. Ce sont les terroristes qui coupent l'eau et l'électricité pour qu'on craque et qu'on cède à leur pression. Notre armée doit résister et finir ce qu'elle a commencé sans négociation. Pris entre deux feux, entre un régime qui continue de bombarder les quartiers tenus par l'opposition et tente d'encercler la ville, et les rebelles qui résistent, les Alepins se préparent déjà à vivre leur 4e année de guerre, comme l'ensemble des Syriens.